Aujourd'hui, je suis accompagné de Bastien Didier, qui est fondateur, président de Mentalista. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour Bastien, tu es spécialisé dans la création d'interfaces cerveau-machine et tu as fondé Mentalista. Mais avant de rentrer plus en détail dans le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, est-ce que tu peux nous présenter ton premier projet informatique? Alors tout d'abord, bonjour à tous, bonjour Philippe. Mon premier projet informatique, et c'était un peu un rêve d'enfant, c'était de faire léviter un objet par la pensée, un objet physique. Et c'est une petite installation qui s'appelle Mentalista Guinguette, qui permet de faire léviter des tranches de saucisson à partir d'électroaimants positionnés sur une table. Donc tout ça est bien physique, matériel à base d'Arduino et d'un soft qui analysait déjà à l'époque les ondes cérébrales. Donc c'est un sujet qui a un peu toujours alimenté ma vie et mes développements techniques. Donc tu as toujours été dans l'interface cerveau-machine, c'est ce qui t'a passionné. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots ton parcours, un petit peu tes passions, ta formation et comment tu en es arrivé à monter Mentalista? Donc, Bastien Didier, aujourd'hui je suis président fondateur de Mentalista, j'ai 28 ans et ça fait à peu près 6 ans que j'ai fondé Mentalista, en 2017. J'ai fait des études de design et ce qui m'a toujours intéressé, c'est cette interaction entre l'homme, la machine, le monde qui l'entoure. Et je me posais toujours cette question, quelle est l'interface la plus intuitive, la plus naturelle? Et se pose la question de, est-ce que c'est pas justement le cerveau? Et donc j'ai beaucoup cherché dans cette direction. À 18 ans, j'ai acheté ma première carte, à l'époque qui coûtait $500 pour récupérer mes données cérébrales. J'ai été repéré par plein d'entreprises, j'ai commencé à développer des projets de ci, de là, et c'est là où je crée Mentalista. On se confronte à la réalité de l'entrepreneuriat, de créer une entreprise, de ce que ça représente. On écrit le projet en quelque sorte, et j'en suis là aujourd'hui, et j'en suis tellement heureux. Et donc ça c'est Mentalista, donc tu l'as monté il y a 6-7 ans, c'est ça, aujourd'hui, ou qu'est-ce que vous faites, combien vous êtes, et où est-ce que vous allez? Alors, Mentalista, donc fondé en 2017, on est 8 aujourd'hui, donc on est encore une petite équipe. On développe un écosystème qui est à la fois hardware et software pour l'acquisition des données cérébrales, avec 2 usages, que ce soit le contrôle, donc contrôler les objets par la pensée, que ce soit la domotique, la lumière, une prothèse pour une personne en situation de handicap. Et le deuxième use case, c'est le monitoring, donc comprendre ce qui se passe dans le cerveau au niveau de la tension, le stress, les émotions. Et donc cet écosystème, il est disponible uniquement pour des industriels qui vont l'intégrer dans leurs produits, leurs services ou pour des laboratoires de recherche pour faire leurs projets. Ok, alors on va passer à la rubrique Back to Basic, essayer de comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. Avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une interface cerveau-machine? Donc une interface cerveau-machine. Donc le premier mot qui est important, c'est une interface. Donc ça va nous servir à communiquer entre notre cerveau et le monde qui l'entoure. Dans le cerveau, il se passe plein de choses. Il y a des neurones qui communiquent de l'information entre eux, qui est électrique, à la fois chimique. Et on va pouvoir utiliser des techniques comme l'électroencéphalographie, l'EEG, pour récupérer cette information électrique et permettre à des machines de l'analyser. Ça, c'est un peu la base d'une interface cerveau-machine. Donc, on récupère l'information qu'il y a dans le cerveau, on l'envoie à des machines pour qu'elles l'analysent, et après, on va sortir des résultats, que ce soit pour contrôler ou pour monitorer ce qui se passe dans le cerveau. Et du coup, c'est cette interface, donc pour bien le préciser, c'est pas quelque chose qu'on met à l'intérieur du cerveau, c'est bien quelque chose qu'on vient mettre au-dessus du cerveau, comme tu me disais précédemment, on peut l'intégrer dans une casquette ou ce genre de choses. C'est ça. Donc en fait, c'est très simple. Ce sont des électrodes. Donc c'est des petites antennes métalliques qu'on va poser au niveau des cheveux et qui vont récupérer l'information électrique. Donc c'est quelque chose de bien matériel, bien physique, que ce soit dans une casquette, un casque audio, un casque de verre, etc., un casque de chantier. Il y a plein de form factors différents imaginables. Et donc ces électrodes vont récupérer l'information électrique, l'envoyer à la carte d'acquisition, qui elle va après envoyer l'information soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi directement à un ordinateur pour traiter l'information. Donc ça, c'est la big picture, le schéma global. Donc je résume pour être sûr d'avoir bien compris. Donc on a un ensemble d'électrodes qu'on met sur la boîte crânienne qui va capter et qui transmet soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi à un périphérique. Et c'est sur ce périphérique qu'est fait le traitement de données. C'est bien ça dont on parle. Une fois qu'on a cette image globale, alors à quel cas d'usage prioritaire vous travaillez chez Mentalista aujourd'hui? Donc nous, on a 3 grosses verticales. La première, c'est l'incapacité. Donc ça va être lié à des personnes en perte d'autonomie, que ce soit des personnes vieillissantes ou des personnes en situation de handicap, pour lesquelles ce genre de device est absolument prioritaire, pour leur permettre de contrôler plus simplement leur maison,
leur fauteuil, leurs prothèses, etc. et suivre aussi au quotidien leur état de santé. La deuxième grosse verticale est liée à la performance, que ce soit une performance au travail pour gérer son stress, les émotions ou à la maison, le burn-out, et aussi une performance sportive pour mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l'athlète et réussir à améliorer sa performance, à mieux comprendre son corps à travers son cerveau. Et enfin, notre dernière verticale, elle va être liée à tout ce qui est études du corps de façon générale, où on va travailler avec des laboratoires de recherche pour mieux comprendre comment se manifeste le stress, comment on peut améliorer une interface par exemple d'un avion pour qu'elle soit plus neuroergonomique et qu'on améliore la charge mentale en cas d'urgence. Voilà, c'est un peu nos trois gros piliers sur lesquels on développe des projets. D'accord. Et côté donc technique, on a vu la big picture technologique. Tu me disais tout à l'heure qu'on était capable, quelqu'un de j'ai envie de dire pas forcément quelqu'un de très avancé niveau techniquement, d'être capable de jouer avec ses propres données, d'avoir une sorte de SDK, de starter kit que vous mettez à disposition et qui permettent tout de suite de faire quelque chose. C'est ça. Donc nous, on a un SDK qui est un SDK JavaScript, donc c'est juste une seule URL pour charger toutes les librairies. Et dans cette librairie, il y a plein d'outils de machine learning, par exemple, pour pouvoir développer très simplement des images mentales. Et on peut, par exemple, imaginer la lumière qui est chez soi, enregistrer quelques samples de ces données pendant qu'on est en train de le faire, et après entraîner le classificateur et réussir à contrôler cette lumière directement en Wi-Fi, pour le peu qu'il y ait une API qui permet de contrôler cette lumière-là. En fait, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est de faire le lien, non pas entre le cerveau et l'ordinateur, c'est entre l'ordinateur et les objets qui l'entourent. Enfin, c'est toute la partie. Toi, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie que vous avez développée, c'est finalement possible d'arriver à classifier une information qu'on est en train de penser. Tout à l'heure, tu pourras peut-être nous réexpliquer, mais si je pense à un chat, vous arrivez à détecter que c'est un chat. Par contre, ce qui est pas forcément évident, c'est après une fois d'avoir cette information-là et d'en faire quelque chose dans le monde réel, qui n'est pas, il n'y a pas des API partout pour interagir avec tout, quoi. C'est ça. Bon, après, ça, je pense que n'importe qui peut se débrouiller. Le plus dur est fait, c'est de réussir à analyser les ondes cérébrales. Et peut-être effectivement, pour préciser un peu comment ça fonctionne, on a un postulat qui est très simple. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un chat. J'ai envie de parler de chat. Quand on regarde un chat, ça produit une activité électrique dans son cerveau qui est particulière. Quand on va fermer les yeux et revisualiser cette même image de chat qu'on vient juste de voir dans le réel, ça va produire une autre activité électrique, mais il va y avoir des points de concordance entre les deux. Et donc, on va justement avoir besoin de ces deux informations. Je suis en train de regarder l'action et je suis en train d'imaginer l'action. Et on va comparer le perçu et l'imaginé pour trouver la signature de neurones spécifiques qui s'appelle les neurones miroirs. Et ça, c'est le postulat de base pour créer un classificateur d'image mentale qui va permettre après de détecter n'importe quelle image mentale possible dans la mesure où on a une référence visuelle et une référence imaginée. Voilà. Et ça, du coup, moi, j'ai une question. Donc, c'est l'espèce de signature mentale, par exemple, de la nation d'un chat. Est-ce que ça nécessite d'être appris pour chacune des personnes qui va utiliser la technologie, ou est-ce que tous les humains ont la même image mentale de ce que c'est un chat? Alors, et évidemment, la difficulté, c'est que tout le monde a une signature électrique du chat qui est très différente, et il y a presque autant de signatures électriques qu'il n'y a d'humains et qu'il n'y a de chats. Donc ça augmente encore plus la difficulté. Mais on a quand même complexité. Voilà, c'est ça. Donc, on s'est quand même rendu compte qu'il y a, sur certaines images mentales, à un moment, on arrive à généraliser assez pour se confronter à n'importe quelle situation. Donc, par exemple, on a une petite expérience qui s'appelle Mentalista Foot, où il y a deux personnes qui s'équipent et qui vont contrôler une balle, aller à gauche ou à droite pour pouvoir marquer des buts par la pensée. Et dans ce classificateur, il y a à peu près 3000 samples. Et avec 3000 samples, on atteint quasiment 98% de réussite. Et donc, on se rend compte qu'il y a quand même à un moment une limite où on a assez de samples pour réussir à généraliser sur n'importe qui. Voilà. Et ça, je vous recommande d'aller voir les vidéos. On mettra dans la description de ce podcast, il y a plein de vidéos de ce que vous avez été capable de faire, et c'est assez bluffant, quoi. C'est assez impressionnant, quoi. Moi, ma question, c'est du coup, ce modèle de représentation que vous faites sur des signatures d'objets. Aujourd'hui, ton avis, c'est que si on était capable de brancher un casque sur 200 000 humains pendant des jours et des jours, est-ce que du coup on arriverait à avoir suffisamment de données, et est-ce que c'est vraiment le manque de données qui aujourd'hui vous empêche d'aller plus loin et de contrôler tout et n'importe quoi par la pensée? Donc effectivement, il y a un peu deux enjeux. Le premier, c'est ce manque de données. Nous, on le voit, pour créer cet alphabet d'images mentales, on a besoin de beaucoup de données.
Et c'est difficile d'avoir beaucoup de données. Donc, par exemple, sur Mentalista Faute, aujourd'hui, il y a à peu près 100 000 utilisateurs. Donc, ça nous donne une myriade de données qui est absolument impressionnante, qui nous permet justement de valider que sur cette image mentale, on a bien les bonnes données qu'il nous faut pour créer le classificateur. Mais après, avoir de l'information cérébrale sur plein d'objets, plein de choses différentes, mais il faut à la fois imaginer des usages pour que ça soit utile pour les gens et faire cette collecte-là. Donc, c'est très, très long. Et le deuxième challenge sur lequel on fait face, c'est que se pose aussi la question de la qualité de la donnée. Aujourd'hui, la partie hardware de l'électroencéphalographie, elle est assez vieillissante. Le principe existe depuis déjà quand même plusieurs dizaines d'années. Et on se pose aussi la question de ce qu'il n'y a pas d'autres techniques plus adaptées pour récupérer l'information cérébrale au plus proche de ce que serait la réalité de l'activation du neurone. Donc, il y a certaines startups comme celle d'Elon Musk qui mettent directement des implants dans le cerveau, ce qui n'est pas du tout ce que nous on souhaite faire, parce que on veut pas rendre l'humain une machine obsolète d'ici 2-3 ans après 4 mises à jour qui sont plus maintenues par la boîte, quoi. Enfin, quelle horreur. Et donc on fait beaucoup d'efforts justement sur la partie hardware pour comprendre quel est le futur de la technique qui nous permettra de comprendre l'activation du neurone, mais à l'extérieur du cerveau. Voilà. Et du coup, là, il y a des pistes, des noms de technologies qui se dégagent. Vous avez des pistes pour ceux que ça intéresse ou pas? Ouais. Ouais, il y a plusieurs choses sur lesquelles on travaille. Donc, sans rentrer trop dans le détail de ce qu'on est en train de faire en ce moment, on va parler de façon un peu générale de l'état de l'art. Il y a d'autres technologies qui regardent pas forcément uniquement la partie électrique, mais aussi ce qui se passe d'un point de vue électromagnétique, donc qui apportent d'autres informations. Il y a des techniques aussi qui regardent l'influx sanguin et regarder l'oxygénisation du sang. Et tout le monde connaît par exemple l'IRM, qui est une autre technique par résonance magnétique. Donc il y a plein de choses qui existent. Après, il faut réussir à intégrer ça très simplement dans une petite casquette pour que ça soit portable au quotidien. Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que si on a besoin de se trimballer une IRM avec soi, ça risque d'être un poil compliqué. Moi, j'ai une petite question tout de suite sur parce que c'est un peu l'enjeu du moment sur la sécurité, la fiabilité des données, parce que là, on touche vraiment à son cerveau. Aujourd'hui, dans votre système, où est-ce que sont hébergées les données? Comment on assure une certaine traçabilité, une certaine sécurité? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes capable de savoir que je pense à un chat, c'est quand même une donnée importante parce que je ne l'aurais même pas évoqué à l'oral. Du coup, comment ça fonctionne aujourd'hui? C'est quoi votre politique chez Mentalista là-dessus? Donc déjà, il faut savoir sur la plupart des expériences, les données sont pas enregistrées. Ce qui nous intéresse juste, c'est les résultats. Donc savoir que telle personne pense à un chat, c'est très bien, mais ça nous sert pas grand-chose aujourd'hui en tout cas. Donc sur la plupart des expériences, les données sont stockées sur l'appareil de la personne et les résultats sont partagés si elle le souhaite, dans la mesure où ce sont des projets de recherche. Donc pour l'instant, on n'est pas dans des problématiques de projets grand public, consumer, etc. Et après, pour d'autres projets, nous, on travaille aujourd'hui avec une société qui est un peu le leader français de création de stockage cloud, qui nous permet de développer des serveurs sur mesure pour des industriels, pour pouvoir aller installer ça directement chez eux, pour ne pas avoir à passer par des AWS, des Google Cloud Platform, etc., ouais. etc. Voilà. Pour nous, il y a un sujet très fort qui est celui de la donnée. On fait tout pour qu'elle soit sécurisée. Et on fait tout pour déjà ne pas avoir à la prendre quand elle n'est pas nécessaire, ce qui est déjà le premier sujet. Et deux, quand elle est nécessaire et qu'on doit la récupérer, qu'elle soit stockée chez la bonne personne et que ce soit sûr qu'elle n'aille nulle part ailleurs. Enchaînons un petit peu. Tout à l'heure, tu parlais de dire qu'il y avait un SDK qui pouvait être facilement intégré là-dessus. Aujourd'hui, à quel type, j'ai envie de dire, tu as parlé tout à l'heure un peu des usages, mais est-ce que vous visez aussi des entreprises comme la nôtre ou comme n'importe quel type d'entreprise qui voudraient intégrer ces technologies-là dans leurs applications? Et si oui, par où on part? Qu'est-ce que tu recommandes? C'est quoi la bonne approche? Est-ce qu'il faut vous contacter? Est-ce qu'il faut jouer avec le bac à sable, commander un starter kit? Vas-y, explique-nous un petit peu comment on peut démarrer dans ces technologies-là, même pour des gens qui sont néophytes. Ouais. Donc nous, on a trois offres pour travailler avec des entreprises. On a une offre qui est un peu pour les PME, donc qui vont avoir soit un produit à valider d'un point de vue des neurosciences, et qui vont avoir besoin du dispositif pour justement se dire, nous, on est sûr que les personnes qui sont dans les tours dans les aéroports, elles sont extrêmement stressées par les interfaces, mais on ne le sait pas trop. Voilà, ce genre de kit va permettre de le prouver, et donc ils peuvent l'acheter pour faire ces tests-là et mesurer qu'un laboratoire la fiabilité des données. Donc généralement, tout part quand même d'un projet, mais ça peut être quand même des projets très simples. Donc ils nous contactent, ils nous donnent les outlines du projet. Nous on construit un peu. Vous allez avoir besoin de
tel device et de tel type d'algorithme. Nous, on crée à peu près le package et on envoie ça. Ils sont complètement autonomes. Après, on va avoir des packages qui sont de plus en plus compliqués en fonction de la nature du projet. Et on va aller jusqu'à des industriels qui veulent fabriquer, par exemple, le casque audio de demain, le casque de VR de demain, avec lesquels on va travailler pour intégrer la technologie directement dans les produits qu'ils sont en train de développer. Donc, on va dire, du très bas niveau où on prête le matériel, les logiciels et c'est des abonnements annuels, jusqu'à du très haut niveau où on va aller sur des licences de brevets, etc. D'accord, ok. Parce que du coup, toi, ton avis, c'est que ça va bientôt arriver que ça soit déployé, j'ai envie de dire, à la masse et au grand public, par exemple, à travers des casques de réalité virtuelle. C'est déjà des choses qui sont, j'allais dire, suffisamment matures pour bientôt être arrivées au grand public. Ouais, bien sûr, c'est relativement mature. Aujourd'hui, c'est vraiment une question de financement, hein. Tout ça coûte très cher. Il faut vouloir y aller. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre quand même plusieurs millions sur la table. Tous les industriels, surtout dans cette période un peu de récession, se disent, est-ce qu'il faut y aller vraiment maintenant? Ils se regardent tous les uns aux autres. Mais il y a quelques courageux qui y vont. Et ça sera les leaders de demain de ce secteur-là, hein. Voilà, c'est tout. Et toi, ton avis, alors là, on va débrancher la partie technologique. Ton avis, c'est que c'est vraiment le futur des interfaces, alors pour le coup, homme-machine, qui passera par des interfaces cerveau-machine. En fait, moi, ce que j'ai toujours cru, c'est que on a une technologie aujourd'hui qui est très enfermante, surtout du fait de l'écran, et on voit tous ces gens qui sont sur leur smartphone, etc. Déjà, c'est une interface qui est sans écran, donc on regarde le monde dans lequel on vit, et c'est un monde potentiellement dans lequel la technologie a complètement disparu. Voilà. Mais on a quand même ce lien très positif entre nous et le réseau. Et je me dis demain, tiens, je me pose une question, je peux faire une requête sur Internet, avoir la réponse sous format audio directement dans mon casque, et j'ai ce qu'il me faut. Et de même, quand je pense à des messages, à des mails, je reçois peut-être 200, 300 mails par jour, rien que traiter ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, c'est une tannée possible. Donc quand même, il y a des outils qui existent, hein, après que je les installe et que je m'en occupe, mais répondre à des mails, ne serait-ce que par la pensée, en imaginant la solution, c'est un gain de productivité qui, pour moi, est vraiment intéressant, et le futur que décrivent cette interface me semble vraiment positif pour l'humain, et j'ai très envie de voir ce que ça donne. Peut-être que je me trompe, mais je pense que ça va apporter beaucoup à notre espèce. Moi, j'aurais une dernière question. Tu as beaucoup parlé de dire, effectivement, en mettant en place ces technologies, on pourrait s'affranchir de l'écran. Est-ce que la technologie telle qu'elle soit disponible à horizon 5, 10, 15, 20 ans, c'est une communication cerveau-machine, ou est-ce qu'on peut imaginer aussi dans l'autre sens une communication machine vers cerveau? Alors ça, c'est tout à fait possible. C'est un autre sujet. Donc ça va être la stimulation crânienne. Donc là, c'est un dispositif beaucoup plus lourd. On est dans un autre domaine d'expérience qui est pas de compétences qui n'est pas du tout le nôtre. Mais il existe des technologies, effectivement, où on va pouvoir envoyer de l'information électrique au cerveau pour régénérer des cellules. Donc envoyer un message, ça n'existe pas du tout aujourd'hui. C'est pas techniquement possible, même si on arrive à l'imaginer très simplement. Par contre, on est capable d'envoyer des courants électriques pour régénérer, par exemple, certaines parties du cerveau, pour traiter des pathologies, hein, comme la dépression, et aider certaines cellules à se régénérer, à refaire des liens dans certaines parties du cerveau pour traiter des malades qui sont psychologiques. Donc ça peut être très bénéfique à des personnes qui souffrent vraiment de leur condition mentale, et ça pourra aussi être utile pour de la performance, hein. Il y a déjà des expériences qui existent pour stimuler par exemple le préfrontal pour améliorer la mémorisation. Donc c'est des sujets qui sont d'ordre de la recherche fondamentale. On est encore très très loin, mais peut-être que ça existera un jour. D'accord. Donc on peut avoir cette vision de science-fiction, de se dire qu'à un moment, effectivement, on va abstraire l'informatique et qu'on aura une communication bidirectionnelle entre son cerveau et le reste du monde. Mais dans une première étape, il faut déjà commencer à être capable de faire dans un sens, c'est-à-dire ce que vous bossez aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment l'interface cerveau à destination de piloter un petit peu son environnement. C'est ça. Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a des dangers alors je sais pas, aujourd'hui on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de choses comme ça, et on voit un petit peu les dangers, les limites. Est-ce que toi, donc t'es très très en avance de phase sur cette technologie-là, est-ce que tu vois déjà des dangers ou des limites qui seraient inhérentes à ce type de technologie cerveau-homme-machine?
Bah pour moi, le seul danger, on en a déjà parlé, c'est la donnée, c'est le privacy de manière générale. Et ça, c'est aux entreprises de faire très attention dans la mesure où les gouvernements sont pas du tout encore assez présents Non. sur ces sujets-là. Ouais. Il faut savoir par exemple que le RGPD ne protège pas du tout la donnée cérébrale parce que c'est pas du tout prévu. Elle rentre dans aucun contexte. Ah C'est oui. pas une donnée personnelle parce qu'on ne peut pas, on peut pas remonter à la personne. C'est pas une donnée de santé si elle est utilisée dans un cadre récréatif. Donc c'est une donnée qui est un peu en accès libre Ah oui. aujourd'hui. On sait pas trop encore ce qu'on est capable de faire. Mais se pose la question de par exemple si demain je fais porter un casque et que je fais jouer par exemple un représentant politique à une partie de foot. Est-ce que dans 10 ans, je serais pas capable, à partir des données que j'ai collectées à ce moment-là, de reconstruire sa pensée et donc du coup de dire voilà, elle a pensé à telle chose et potentiellement ça c'est un problème, je sais pas, d'ordre politique, etc. Donc se posent quand même ces questions-là aujourd'hui. C'est des sujets très difficiles sur lesquels le législateur doit y aller. C'est pas que le rôle des entreprises et essayer Ouais. de travailler un peu tous ensemble pour comprendre bah dans quel monde demain on va en vivre et comment on va réussir à protéger bah voilà la population de manière générale. C'est vrai que La j'avais pas problématique, pensé à c'est ça, la mais privacy. c'est la privacy. Euh, mais je pense que c'est un peu l'enjeu des 10 prochaines années dans plein de sujets. Hein. Et tu Euh, vois, juste peut-être pour alimenter un peu le débat, se pose aussi la question de ce que je pense, à quel moment ça devient un délit ou non. Enfin, je pense à des sujets très difficiles comme par exemple, je sais pas, des pédocriminels par exemple. hmm. Et si on est capable de le voir dans le cerveau des sujets comme ça, comment on traite, comment on va le traiter demain? Voilà, c'est des sujets juridiques enfin, qui sont très difficiles à traiter. T'as deux doigts de ce film Minority Report C'est ça, c'est où exactement ça, voilà. il n'y a pas de délit qui a été commis, mais il va potentiellement se commettre. C'est C'est ça. flippant. C'est à la fois génial et complètement flippant. L'avenir de Mentalista, les 5 prochaines années, comment tu vois ça? Où est-ce que vous allez? C'est quoi les grandes étapes? Donc nous, c'est très simple. Aujourd'hui, on se focalise sur une seule chose, hein, c'est d'intégrer cette technologie dans des produits du quotidien, que ce soit, comme je l'ai dit, un casque audio, le casque de VR, le casque de chantier aussi pour des usages professionnels. Donc on va travailler avec des industriels pour faire ça. Nous, notre horizon aujourd'hui, c'est 3 ans. Là, c'est des projets qui ont à peu près 3 ans de développement pour pouvoir sortir le produit. Et après, on basculera un peu dans une nouvelle phase bah, d'accompagnement après, non plus de développement de ces produits, mais de faire connaître au grand public comment ces produits vont changer leur vie. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous recherchez? Est-ce que vous cherchez à recruter certaines compétences? Vous avez des problèmes technologiques ou des choses qui pourraient, les gens qui nous écoutent, venir vous aider? Alors aujourd'hui, on n'a pas tellement de problématiques de recrutement technique. On l'a eu il y a quelques temps, donc ça aurait été bien utile il y a quelques mois. Mais parce qu'évidemment, trouver certaines compétences très particulières, c'est toujours difficile. Aujourd'hui, on est plutôt en recherche justement d'industriels qui sont intéressés pour intégrer ces technologies dans leurs projets. Et c'est toujours très excitant de pouvoir échanger avec les gens et de voir comment ça pourrait être utilisé dans plein de secteurs différents. Donc plutôt un appel à projet et à des gens qui ont des idées qui pourraient qui pourraient utiliser vos technologies pour faire avancer à la fois et leurs problématiques et leurs projets et puis un peu les projets de Mentalista. Je vois que le temps file. On va essayer de rester dans le créneau qui nous est imparti d'une demi-heure. On va essayer de passer à une conclusion. Alors c'est jamais facile parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur les cerveaux. Les interfaces homme-machine, et puis c'est un sujet tellement vaste que ça nécessiterait de prendre plus de temps. Mais moi, j'aurais quelques questions, et je pense que pour toi, ça va être facile. Je pose toujours une question en fin de podcast, c'est est-ce que Bastien, tu as encore un rêve technologique? Alors pour toi, je pense que ça va être facile de répondre à cette question, mais l'objectif, c'est de savoir, est-ce que les personnes que j'interviewe, elles ont encore quelque chose qui les fait vibrer? Alors, il y a tellement de choses qui me font vibrer. Quand je vois, en fait, ce qui me fait toujours rire, c'est que pour les gens, quand je raconte ce qu'on fait aujourd'hui, généralement, c'est ce qu'on faisait il y a 2 ans, et ça les fait rêver. Ils se disent, waouh, c'est le monde de fou dans lequel on vit. Quand je vois déjà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui très concrètement, c'est complètement dingue. Et du coup, je pense encore à la suite. Donc, par rapport à ce que je dis, je suis peut-être dans 5 ans dans ce qui est possible dans la tête des gens. Et aujourd'hui, on travaille sur des projets, par exemple, qui vont être liés au rêve, à la reconstruction d'images dans le cerveau, qui sont juste complètement fous sur l'avenir de cette technologie et qui m'excitent, mais comme pas possible. De reconstruire les rêves, c'est ça? En gros, on travaille sur des sujets de reconstruction d'images à partir des données cérébrales. Donc, bah, les usages sont
divers et variés, mais en gros, c'est je pense et je produis une image derrière, et vice versa. C'est-à-dire quand je suis inconscient, je peux quand même produire des images, donc potentiellement reconstruire un rêve, ouais. Même si c'est pas l'objectif premier. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. C'est flippant parce que souvent on se souvient pas de ce qu'on a rêvé la nuit. Je sais pas si on a très très envie à chaque fois d'aller. Bon, l'avantage, c'est qu'on sait quand est-ce qu'on porte le casque, hein, donc ça, on peut Ouais, c'est vrai. facilement- C'est vrai. Pour l'instant, on peut pas le faire de manière, on peut pas voler, mettre le casque sur sa copine ou son copain et lui piquer ses rêves. Est-ce que parmi les termes que je vais te donner, c'est une question que j'aime bien poser. Est-ce que tu peux me donner la définition, une définition? Alors, je te demande pas une définition Wikipédia, machin, mais ta définition avec tes propres mots. Alors, je vais te donner 4 termes. Tu choisis celui que tu veux et tu me donnes une définition. Alors, est-ce que tu peux me donner la définition soit d'une bonne technologie, un bon projet, un bon développeur ou un bon développement? Je te laisse choisir. Ah, très, très intéressant. Je vais choisir juste bah, c'est difficile, mais bon, un bon développeur, enfin, quelqu'un qui voudrait devenir un bon développeur. Parce que c'est une question que me pose assez souvent de comment un développeur peut aller après dans les neurosciences, etc. Pour moi, le centre de cette problématique de formation de compétences, c'est le projet, et il faut être inspiré par ce qu'on fait. Un bon développeur, c'est pas du tout quelqu'un qui est quelqu'un de technique, quelqu'un de brillant, mais c'est quelqu'un qui brille par ce qu'il fait, par l'idée qu'il arrive à transmettre. Réussir à faire des choses dans son coin, c'est peut-être très bien, mais un bon développeur, c'est quelqu'un qui est aussi capable de le partager avec les autres, qui montre que ses projets bah, sont brillants justement. Et donc, c'est pour moi, c'est ça un bon développeur. Et je pense que c'est pareil un peu pour tous les sujets. Ça se recoupe. Hein, c'est justement réussir à le partager, que ce soit un bon projet, une bonne technologie et un bon développement. Et du coup, ça va nous donner la parfaite transition pour la question finale. Est-ce que tu as un conseil pour nos auditeurs? Est-ce que des gens comme toi qui vivent d'une passion comme ça, qui ont lancé des choses incroyables, est-ce que tu as un conseil à tous ceux qui nous écoutent qui pourraient utiliser au quotidien? Bah, il faut le partager. Voilà, c'est tout. Tout le monde est pareil, tout le monde fait des choses incroyables, tout le monde et fait des choses dans son coin, et il faut réussir à le partager, créer de la communauté. C'est ça aussi qui crée de l'engouement, qui crée de la satisfaction pour soi-même, de se dire bon, bah voilà, les gens voient ce que j'ai fait, ils apprécient. Parfois ils apprécient pas, mais justement ça donne des retours et on comprend pourquoi. Et de toute façon, se confronter aux autres, c'est aussi grandir, c'est aussi maturer ce qu'on pense. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, et c'est quelque chose que j'essaye de faire. Même pour moi, c'est difficile. On fait beaucoup de choses et on oublie parfois de les partager et de les montrer à ses pairs, à des concurrents, à d'autres personnes, juste de se dire bah voilà, là on en est là, et qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est toujours intéressant. Je partage complètement ce que tu dis. Je pense que la première étape pour réussir, c'est de se mettre en mouvement et puis d'aller rencontrer d'autres gens qui pensent des choses comme soi ou des choses qui soient différentes, et d'aller confronter ça. Et je pense qu'effectivement, la meilleure étape pour réussir, c'est vraiment sortir de chez soi et sortir de sa zone de confort et faire des choses, quoi. Et ça, je pense que on a tendance à oublier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une tendance aujourd'hui à être derrière leur ordinateur de manière très analytique, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant. Il faut aller au contact des autres. Voilà, faut réussir, faut se tromper, faut faire, faut itérer, faut se mettre en mouvement. Ouais, faut se mettre en mouvement. Pour tous ceux que ça intéresse, Bastien, je te demanderai un certain nombre de liens vers Mentalista, vers les vidéos les plus impressionnantes. Alors, si vous tapez Mentalista ou sur Google, vous trouverez plein de choses, évidemment. Sur YouTube aussi, je vous conseille d'aller regarder les vidéos de démonstration. Je mettrai aussi, si tu es d'accord, Bastien, ta page LinkedIn pour ceux qui sont des porteurs de projets, que ça intéresse de se renseigner sur les technologies. Et puis, je te remercie d'avoir pris le temps de l'échange aujourd'hui. Merci, Bastien. Eh ben merci beaucoup à toi, Philippe, et merci à tous ceux qui nous auront écoutés.